Vendredi 19 juin 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. Dans les actualités de ce soir, jusqu'à présent, aucune des 37 coopératives opérant à la gare routière Fassan Karan n'a accepté de s'installer à Mournankoun. Selon leur explication, cette décision est liée à l'éloignement du site ainsi qu'à la crainte de perdre leur clientèle, notamment face à la concurrence croissante dans la capitale. Cependant, elles se disent prêtes à améliorer les infrastructures existantes au Fassan Karan et ont déjà commencé des travaux dans ce sens. Reportage de Anienne Martina et Zara Njensu. Vers 14 h, seulement 17 véhicules de transport régional avaient quitté la gare de Fassan Karan depuis le matin. Un chiffre jugé faible, surtout à la veille du week-end. Une inquiétude persiste, ce nombre pourrait chuter de 85% en cas de transfert vers la gare d'Mournankoun. Le déplacement vers Mournankoun augmentera considérablement les dépenses des clients et des usagers. La gare actuelle est plus proche et facile d'accès. Les usagers partagent également ce point de vue. Aucune des 37 coopératives n'accepte le transfert vers la gare Fisanjat à Mournankoun. Elles disposent de la liberté de choisir et préfèrent rester sur le site actuel le plus longtemps possible. Elles s'engagent néanmoins à y améliorer la qualité des infrastructures pour les usagers. Le 23 juin a été fixé par le ministère des Transports pour l'ouverture de la gare de Mournankoun destinée aux taxis-brousses empruntant les routes nationales RN2 et RN7. Un nouvel accident de la circulation ayant coûté la vie à 2 personnes ce matin à Ndjar. Les 2 hommes ont perdu la vie à la suite de cet accident. 3 2-roues sont entrés violemment en collision lors de ce drame. Selon les constatations des autorités sur place, le scooter Kimco G6 venait d'Akazumang et se dirigeait vers Amboumanarn. En sens inverse circulaient un Kimco G5 et un Kiko GP. Ils se sont violemment percutés, provoquant la mort sur le coup du conducteur du G5 qui transportait un passager. Les blessés ont été évacués à l'hôpital, mais l'un d'eux a succombé à ses blessures. Dans la suite des actualités de ce soir, la famille Rakutmang a mentionné dans le litige foncier survenu à Mbouchakang, commune d'Ampef, mercredi dernier, dément les informations diffusées indiquant que 80 habitations seraient concernées. Il déclare disposer de documents légaux prouvant la propriété du terrain et affirme avoir toujours eu gain de cause à toutes les instances judiciaires concernant cette affaire. Selon le représentant de la famille, le terrain a déjà été vendu et des compensations ont été versées pour les habitations qui y ont été bâties. Reportage sur les images de Zara Njensu. De nombreux documents sont en possession de la famille pour contester l'affirmation selon laquelle le terrain de 3 hectares situé à Mbouchakang ne leur appartiendrait pas. La famille compte 10 héritiers. Ils n'ont aucun lien de parenté avec les personnes ayant construit des maisons sur le terrain. Actuellement, la majeure partie du terrain a été vendue par la famille. Des accords clairs avaient été conclus entre les personnes ayant utilisé le terrain, la famille et les acheteurs, mais la situation a fini par dégénérer en conflit. 15 habitations sont concernées par cette affaire et environ 2 hectares de terrain font actuellement l'objet du litige. L'autre partie a également confirmé que le tombeau ancestral situé à Mbouchakang Ampef n'était pas inclus dans la vente. Toujours dans cette page fait divers, 147 paquets de cannabis ont été saisis par la police à Tuamasin depuis le début du mois de juin. 3 individus impliqués dans cette affaire ont été déférés au parquet aujourd'hui, tandis que leurs complices sont toujours recherchés. Reportage de Felanara Kotoarsoul et Lou Vanantenen, correspondante de Viva à Tuamasin. Ces 147 paquets de cannabis saisis depuis le 6 juin à Tuamasin ont été brûlés hier. Ces produits sont achetés par les trafiquants au prix de 1800 ariars dans la commune rurale de Fananjan et ses environs, puis revendus à 50 000 ariars le paquet. Les complices sont toujours recherchés, tandis que les 3 personnes impliquées dans cette affaire ont été présentées au parquet hier. Pour rappel, la consommation, la vente et la détention de stupéfiants sont interdites par la loi et passibles d'une peine d'emprisonnement.
Dans la suite des actualités, page économique, les fonctionnaires bénéficieront d'une indemnité de logement de 200 000 ariars par mois à compter de ce mois de juillet. Pourtant, leur salaire avait déjà été revalorisé de 14% au mois de janvier. Parallèlement, les impôts prélevés auprès de la population augmentent afin d'alimenter les caisses de l'État. Cette décision pourrait à nouveau entraîner une hausse des prix sur les marchés. Les détails avec Ruth Ristel Rakout-Malal. L'octroi d'une indemnité de logement de 200 000 ariars aux fonctionnaires suscite de nombreux débats sur les réseaux sociaux. Pour certains des citoyens, cette mesure n'est pas méritée au regard de la qualité du service rendu, jugée parfois insuffisante par rapport aux avantages accordés. Certains s'inquiètent également d'une nouvelle hausse des prix sur le marché, alors que cette augmentation de revenus ne concerne pas l'ensemble des travailleurs, mais seulement environ 1,5% des actifs malagasy. C'est à partir de ce mois de juillet que cette indemnité de 200 000 ariars apparaîtra sur les bulletins de solde des fonctionnaires. La mesure a été adoptée lors du Conseil des ministres de la semaine dernière. Selon les déclarations du ministre de l'Économie et des Finances, elle était déjà prévue dans la loi de finances 2026. Qu'en est-il toutefois des salaires du secteur privé, dont l'augmentation n'est pas encore passée en Conseil des ministres? Une question qui continue d'alimenter les débats au sein de l'opinion publique. La situation évolue rapidement au sein des institutions. En seulement 3 jours après la démission de 2 membres de la Haute Cour constitutionnelle représentant l'Assemblée nationale, les nouveaux membres élus par les députés hier ont prêté serment ce matin, même une élection organisée dans l'urgence pour des raisons inconnues. Les détails avec Noura Nirland. La remarque du député Roland Ratsirg demandant le report de l'élection, car les députés n'auraient été informés de l'appel à candidature que tard dans la soirée du 18 juin, n'a pas empêché la tenue de l'élection des nouveaux représentants des députés au sein de la Haute Cour constitutionnelle à Mbouida. Le député Faralay Célestin Rassafin Jamas a été élu avec un score écrasant de 98,99%, tandis qu'Honoré Vazson, magistrat, a obtenu 85,56%. Leur prestation de serment judiciaire a eu lieu ce matin même. La procédure électorale est-elle légale ou non? Les procédures institutionnelles évoquées par les spécialistes en droit ont-elles été respectées? Y a-t-il réellement eu un décret pris en Conseil des ministres proclamant la vacance de poste le 17 juin 2026? Un décret convoquant les députés à procéder à l'élection a-t-il également été publié? Qu'en est-il de la communication publique concernant les conditions et le dépôt des candidatures? Que des questions en suspens, étant donné que tout a été fait à la va-vite. Affaire à suivre. Dans le reste des actualités locales, page culturelle, seulement 4% des activités dans les industries culturelles et créatives sont exercées dans un cadre formel. Pourtant, selon les statistiques, ce secteur génère près de 275 millions de dollars par an. Afin de soutenir les jeunes souhaitant entreprendre dans ce domaine, le programme Asna Youth Bootcamp serait mis en place. Il permettra de sélectionner 30 entreprises qui bénéficieront d'un accompagnement spécifique. Reportage de Ruth Ristel Rakout-Malal et Yves Janel. Les industries culturelles et créatives regroupent notamment le cinéma, la musique, les arts visuels, la photographie, la mode, le design et les audiovisuels. Environ 198 000 personnes vivent de ces activités qui génèrent près de 275 millions de dollars de recettes chaque année, soit environ 2% du produit intérieur brut. Cependant, 96% des activités du secteur demeurent informelles. C'est dans ce contexte qu'a été lancé le programme Asna Youth Bootcamp. Ici à Madagascar, de nombreux jeunes entreprennent déjà dans les industries culturelles et créatives. Cependant, nombreux sont ceux qui rencontrent des difficultés pour structurer et développer leurs activités. Ce programme vise justement à les accompagner afin qu'ils puissent renforcer leurs compétences et pérenniser les entreprises qu'ils souhaitent créer ou développer. La période de dépôt des candidatures en ligne est ouverte du 10 au 27 juin. 30 entreprises seront sélectionnées pour bénéficier de cette formation gratuite. En plus des 3 jours de formation, les 3 meilleurs projets recevront un accompagnement supplémentaire.
Les 3 meilleurs projets bénéficieront d'un accompagnement personnalisé pendant 6 mois afin de les aider à concrétiser et à développer leurs activités selon leurs besoins spécifiques. Selon les statistiques, les femmes représentent 47% des emplois dans les industries culturelles et créatives, tandis que les jeunes en constituent 28%. Le Santabari Santabou Kacha est ouvert depuis hier au centre de la commune de Talatamati. Un événement qui met en valeur les productions des paysans de cette localité. On y retrouve l'artisanat, l'agriculture, l'élevage ainsi que la pêche. Les revenus de cette artisane augmentent jusqu'à 75% lorsqu'elle participe à ce type d'événement commercial. Elle constate également un intérêt croissant des Malagasy pour les sacs fabriqués localement ces dernières années. Elle s'est lancée dans l'exportation depuis 1 an. Un autre produit attire également l'attention. Une race de poulet appelée Combo. Ce type de volaille pond des 3 mois et ne nécessite pas de régime alimentaire spécifique. Le Santabar Santabou Kacha se tient jusqu'à samedi dans la commune de Talatamati, une initiative soutenue par la municipalité en faveur des paysans locaux. En marge de cet événement, le jardin public de Talatamati a également été inauguré aujourd'hui dans sa nouvelle version. La qualité et la production d'oranges dans la commune de Fénois-Rive ont connu une baisse au fil des années, alors que l'orange fait partie des produits qui font la renommée de la commune, notamment l'orange d'Ambouizaf. Afin de redonner ses lettres de noblesse à cette filière, la commune organisera du 22 au 25 juin prochain un événement de mobilisation des agriculteurs. L'objectif n'est pas seulement d'améliorer la production, mais aussi de rechercher des débouchés commerciaux selon le maire. Outre la production, la commune entend également se lancer dans la transformation des oranges, notamment à travers la fabrication de vins d'orange et de parfums. Des résultats de recherche ayant permis de produire des traitements et des engrais adaptés et compatibles avec la culture de l'orange seront également présentés à cette occasion. Dans les actualités internationales, la République démocratique du Congo est confrontée à une nouvelle vague du virus Ebola. Le bilan est très lourd avec plus de 200 morts en 1 mois. Les soignants sont en première ligne pour tenter d'endiguer la propagation du virus. Nos équipes ont rencontré des médecins et des infirmiers qui racontent leur combat quotidien, mais aussi leur désarroi face au manque criant de moyens. France 24. Combinaison, gants et masques. Cette équipe se prépare pour décontaminer une clinique de Bunia où 5 malades du virus Ebola ont été pris en charge. On va ensuite aller dans la zone rouge. Depuis la détection des cas, la clinique a fermé ses portes. Pour éviter toute propagation du virus, chaque surface est soigneusement aspergée d'eau chlorée. Le personnel soignant dit se sentir abandonné. La clinique n'est pas équipée pour faire face à l'épidémie. Nous sommes en train d'affronter cette épidémie, mais bredouille, nous n'avons aucun intrant qui nous permet de nous protéger, nous en tant que personnel soignant. Ce qui fait que nous avons très peur de perdre aussi notre vie, comme nous avons eu à perdre un de nos collègues. Les soignants sont les premiers exposés au virus. Chaque jour, ils accueillent des cas suspects avant leur transfert vers les centres de traitement Ebola. Pour de nombreuses familles, l'épidémie a déjà laissé des traces. Gracia porte encore le deuil de sa tante infirmière, emportée par la maladie. Elle a grandi chez nous, elle a été comme une grande sœur pour moi. Les yeux rougis par les larmes, elle dénonce le manque de soutien accordé au personnel médical. Elle m'a dit qu'elle recevait beaucoup de malades venus de Mongwalu. La plupart de ces malades mouraient, elle avait peur. Elle travaillait sans protection. Elle prenait la tension, la température des malades qui arrivent et elle n'utilisait pas de gants. À Bunia, les livraisons de masques, de gants et d'autres équipements de protection se poursuivent. Mais sur le terrain, beaucoup estiment que ces fournitures sont loin de répondre aux besoins. Au centre de traitement Ebola de Bunia, les larmes d'une autre famille. Dans cette housse mortuaire, une sage-femme décédée après avoir contracté le virus. Les autorités ne communiquent pas le nombre exact de soignants décédés depuis le début de l'épidémie. Malgré la douleur, les proches refusent de perdre espoir.
La République démocratique du Congo a déjà affronté plusieurs épidémies d'Ebola. Pour eux, cette nouvelle bataille peut elle aussi être gagnée. Et le principal rival de Keir Starmer au Labour, Andy Burnham, a franchi aujourd'hui une étape cruciale dans son ambition de le remplacer à Downing Street en se faisant élire député lors d'une législative partielle. Les détails avec France 24. Pourrait-il être le futur Premier ministre britannique ? Après sa victoire cette nuit aux élections législatives partielles, Andy Burnham se voit déjà à la place de Keir Starmer. Tout le monde sait que la politique ne fonctionne pas. Tout le monde sent que le pays n'est pas là où il devrait être. Ce soir pourrait peut-être marquer un tournant. Andy Burnham est arrivé largement en tête de cette élection législative partielle, bien devant Robert Kenyon, candidat du parti d'extrême droite Reform UK, ici aux côtés de Nigel Farage. L'ancien ministre, actuel maire du Grand Manchester depuis 2017, signe ainsi son arrivée à Westminster, avec un engagement fermement ancré à gauche. Je veux transformer à nouveau ce parti en celui que les gens ici connaissaient autrefois, un parti fermement du côté des communautés de la classe ouvrière. Keir Starmer est au pouvoir depuis juillet 2024, mais souffre aujourd'hui d'une cote de popularité historiquement basse. Environ un quart des députés ont appelé à sa démission suite à la défaite cinglante subie par son parti lors des élections locales du mois dernier. La victoire d'Andy Burnham ouvre aujourd'hui la voie au déclenchement d'une élection au sein du Labour. Mais il n'est pas le seul en course. Le ministre de la Santé démissionnaire, Wes Streeting, a d'ores et déjà annoncé avoir récolté ses parrainages et se dit prêt à lancer la succession de Keir Starmer. Et pour clore cette édition de ce soir, partons au Canada. La prolifération des armes à feu illégales provenant des États-Unis alimente une vague de violence sans précédent dans ce pays. Sur les 10 dernières années, les homicides par arme à feu ont bondi de près de 90% dans le pays. Selon les données de la police de Toronto, 88% des armes criminelles qu'ils ont saisies l'an dernier provenaient des États-Unis. La police et des élus canadiens exigent un renforcement des contrôles au point de passage. France 24. À 21 ans, Jayden a déjà connu la violence, la criminalité et la mort de plusieurs de ses amis d'enfance. Son adolescence a aussi été marquée par l'explosion du nombre d'armes à feu illégales en circulation dans son quartier de Scarborough, en banlieue de Toronto. Dans le quartier, tout le monde a l'impression qu'il vaut mieux porter une arme que de ne pas en avoir, parce que pour eux, en gros, on vit dans une zone de guerre. Ici, comme partout dans Toronto. C'est pas compliqué de trouver une arme, mais c'est pas donné, c'est cher. Donc pour réunir l'argent, les gens doivent rendre des services, faire des choses pour d'autres gars. Et forcément, ces gars-là vont commencer à leur dire quoi faire. Maintenant, ils les tiennent. Ils disent aux plus jeunes, va tirer sur quelqu'un. Ils vont tirer sur quelqu'un, et ça va pousser quelqu'un à se venger, à en tuer un autre. Puis quelqu'un d'autre va le tuer. C'est comme une maladie qui se propage. Tout le monde tue ou se fait tuer. C'est un cercle vicieux. Après une blessure par balle et une promesse faite à son père, Jayden a choisi la voie de la réinsertion sociale, il y a 5 ans. Ça, c'est mon père et moi. C'est pour lui que je fais tout ça. C'est lui qui m'a poussé à devenir le travailleur social que je suis aujourd'hui. La violence armée a, elle, continué de se propager dans le quartier de Jayden et ailleurs, à Toronto. N'importe quel contrôle routier est un risque. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est que presque tous les 2 jours, on trouve des armes lors de ces contrôles, des contrôles de routine. Dans la grande banlieue de Toronto, la municipalité de Peel fait partie des secteurs les plus frappés par l'augmentation de la violence armée. Selon un rapport de l'Université de Toronto, malgré un déclin en 2025, la ville et sa région enregistraient une augmentation de 80% de la violence armée entre 2013 et 2023. Derrière l'explosion des chiffres, un trafic, l'importation clandestine d'armes de poing venues des États-Unis voisins. Parmi les armes à feu illégales que nous récupérons et dont nous parvenons à retracer l'origine, 90% proviennent des États-Unis. Chaque année, nous menons un programme de contrôle et de traçabilité des armes à feu, au cours duquel nous examinons les numéros de série afin d'identifier leur provenance. Le constat, c'est que la Géorgie, l'Ohio et le Texas sont les principaux États d'origine. Ces armes sont ensuite importées ici par le biais d'achats prête-noms,
c'est-à-dire une personne légalement autorisée à acheter une arme à feu dans un lieu donné avant de la mettre entre les mains d'une personne qui n'est pas légalement autorisée à la détenir. Nick Milinovic pointe du doigt l'aspect lucratif du trafic. Un pistolet acheté $500 au Texas sera revendu 8 à 10 fois plus cher au Canada. Et le nombre inquiétant de trafiquants récidivistes parmi les acteurs de ces réseaux transnationaux en plein boom. Retirer les armes à feu illégales et les drogues dangereuses de la circulation permet de prévenir la violence. Retour dans le quartier défavorisé de Scarborough, dans l'est de Toronto. So, wait, first of all, where were you guys? Where you guys all go? You all went to lunch together? Yeah, we brought Lincoln as well. So, you guys are ready for tomorrow? Damon Marage prépare un groupe de jeunes du quartier à la présentation en public de leur projet communautaire. Donc vu que vous aurez que 5 ou 10 minutes, faut s'assurer qu'ils aient une représentation fidèle de ce qu'on fait au quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, merci beaucoup pour ça. Objectif d'Impact and Communities, réduire la violence par l'entraide communautaire. Les mineurs sont la cible privilégiée des gangs car ils échappent aux peines de prison lourdes. Une criminalité aggravée aussi par une course morbide à la visibilité sur les réseaux sociaux, selon Damon Marage. Ils en ont fait un truc cool. C'est comme si avoir une arme, ça donnait un certain prestige, qu'on gagnait en respect au sein de son cercle toxique d'amis. Ces gens commettent des crimes, des fusillades, et ils les publient eux-mêmes sur les réseaux sociaux. En gros, ils se dénoncent. Ils veulent avoir l'attention, mais pas assumer les conséquences. Et nous, on veut leur offrir des opportunités. On veut leur ouvrir des perspectives de réussite pour qu'ils n'aient pas à suivre cette voie. La ville de Toronto a fait un excellent travail pour lutter contre le phénomène. La province aussi à une époque, maintenant plus tellement. Le gouvernement fédéral aussi à une époque, plus tellement maintenant. Il y a encore beaucoup à faire. Pour compléter un arsenal juridique souvent impuissant face à la montée de la violence armée des mineurs, la ville de Toronto a lancé Towards Peace, un programme collaboratif de santé publique entre organismes de quartier et hôpitaux publics. Jayden en fait désormais partie. Avec d'autres jeunes, il présentera à la mairie le Forgiveness Project, le programme de justice restaurative et de réinsertion sociale dont il fait partie. Sans Towards Peace, j'allais jamais être serein. Grâce à cela, je me suis fait de nouveaux amis. J'ai créé des liens, j'ai pu faire confiance à nouveau. Alors qu'avant, je faisais confiance à personne. Après ce que j'ai vécu dans la violence et les armes, j'étais devenu méfiant. Pour améliorer les choses, il faudrait moderniser nos politiques et renforcer la présence policière dans nos quartiers. J'ai vu des gens se faire tirer dessus. Les secours n'arrivaient qu'une demi-heure plus tard. Alors que pour les overdoses, la police était sur place en 5 minutes. Il faut renforcer le soutien et augmenter le nombre d'agents. Selon Statistique Canada, le nombre de fusillades dans le pays a plus que doublé entre 2018 et 2023. Pour tenter d'enrayer le phénomène, Ottawa a lancé un programme de rachat d'armes à feu, banni les fusils d'assaut et dédié près de 400 millions de dollars canadiens à la lutte anti-gang jusqu'en 2028.